On associe souvent Nice au soleil éternel et à la mer Azur, et sur la célèbre promenade des Anglais, une façade blanche majestueuse cache l'un des secrets plus sombres et plus sanglants de la haute société française. Ce bâtiment, qui semble flotter entre ciel et Méditerranée comme un temple grec dédié au plaisir, porte un nom qui résonne encore aujourd'hui comme une malédiction, le palais de la Méditerranée. Derrière ces colonnes de marbre et ces bas-reliefs art déco sculptés par les plus grands artistes des années folles, se cache une tragédie qui a dévoré des vies, des fortunes et des âmes. Cette histoire n'est pas celle d'un simple casino ni d'un hôtel de luxe, c'est celle d'un rêve devenu cauchemar, d'une mère transformée en reine déchue et d'une fille qui a disparu dans les ténèbres un jour de Toussaint, sans laisser d'autres traces qu'un silence assourdissant. Avant de plonger dans cet abîme, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, car nous explorons ici les histoires que l'on préfère oublier, celles où la lumière du soleil ne parvient jamais à chasser les ombres. Pour comprendre comment ce palais est devenu le théâtre d'un des plus grands mystères criminels de France, il faut remonter à une époque où tout semblait possible, où l'argent coulait comme le champagne, et où les milliardaires américains venaient conquérir la Côte d'Azur comme de nouveaux empereurs romains. Nous sommes en 1927 et un homme nommé Frank J. Gould, héritier d'une des plus grandes fortunes ferroviaires d'Amérique, pose son regard sur Nice avec l'ambition dévorante de créer quelque chose qui éclipserait même Monte-Carlo. Gould n'était pas un homme ordinaire, c'était un titan de la finance, un joueur compulsif et un visionnaire mégalomane qui avait déjà transformé Juan-les-Pins en capitale du jazz et du glamour. Mais Nice était son obsession ultime, sa cathédrale personnelle qu'il voulait ériger face à la mer, comme un défi lancé à la nature elle-même. Il achète un terrain immense sur la promenade des Anglais, cet endroit précis où les vagues viennent mourir contre les galets dans un murmure éternel, et il convoque les architectes les plus audacieux de l'époque. Le projet est titanesque, presque insensé pour l'époque, un complexe de 21 000 mètres carrés comprenant un casino somptueux, un théâtre de 1000 places, un hôtel de grand luxe, des restaurants, des salons de jeux et même une piscine d'eau de mer chauffée creusée directement dans le bâtiment. Les plans sont dessinés par Charles Dalmas et les frères Dallière, des maîtres de l'art déco, qui vont créer une œuvre totale où chaque détail, chaque courbe, chaque ornement raconte une histoire de beauté absolue. La construction commence en 1927 et dès les premiers jours, c'est un chantier pharaonique qui mobilise des centaines d'ouvriers venus de toute l'Europe. On fait venir du marbre de Carrare d'Italie, transporté par bateaux entiers qui accostent dans le port de Nice sous les regards ébahis des pêcheurs locaux qui n'ont jamais vu autant de richesses concentrées en un seul endroit. Chaque bloc de marbre pèse plusieurs tonnes et doit être hissé par des grues à vapeur qui crachent une fumée noire dans le ciel bleu immaculé. Les tailleurs de pierre italiens travaillent du lever au coucher du soleil, leurs mains calleuses sculptant des motifs floraux d'une délicatesse inouïe, des guirlandes de roses et de lauriers qui semblent prêtes à s'envoler sous la brise marine. On fait venir des bois précieux d'Afrique, de l'ébène du Congo, de l'acajou de Madagascar, du palissandre d'Indochine, des essences rares qui embaument le chantier d'un parfum exotique et capiteux. Les menuisiers français, véritables artistes du bois, passent des semaines à assembler des panneaux marquetés, où des paysages entiers sont dessinés grain par grain, arbre par arbre, avec une patience de moine copiste. On fait venir du cristal de Bohême, des milliers de pièces taillées à la main dans les ateliers de Prague, chaque prisme conçu pour capturer la lumière et la transformer en arc-en-ciel. Les ferronneries sont forgées par les meilleurs artisans de Paris, des maîtres du métal qui chauffent le fer jusqu'à ce qu'il devienne malléable comme de la cire et qui le tordent en volutes baroques, en arabesques végétales, en grilles ouvragées qui ressemblent à de la dentelle de fer. Les façades sont sculptées avec une minutie obsessionnelle. Chaque fenêtre est encadrée de motifs floraux et géométriques qui semblent danser sous la lumière méditerranéenne. Chaque balcon est une œuvre d'art suspendue
dans le vide. Les bas-reliefs représentent des scènes mythologiques, Neptune sortant des flots, des naïades nues chevauchant des dauphins, des tritons soufflant dans des conques marines, toute une cosmogonie aquatique qui célèbre la mer comme une divinité vivante. À l'intérieur, les salons de jeu sont conçus comme des temples dédiés à la fortune et au hasard, avec des plafonds peints à la main, représentant des scènes mythologiques, où des déesses nues tendent les bras vers un ciel doré. Les peintres ont passé des mois allongés sur des échafaudages, le cou tordu vers le haut, les bras endoloris, pour créer ces fresques qui semblent défier les lois de la perspective et donner l'illusion que le plafond s'ouvre sur l'infini. Les lustres en cristal pèsent des tonnes et diffusent une lumière chaude et dorée qui transforme chaque visiteur en personnage de conte de fées. Chaque lustre est une constellation suspendue, composée de milliers de pendeloques qui tintent doucement quand on passe dessous, créant une musique cristalline qui accompagne le cliquetis des jetons et le murmure des croupiers. Le sol est recouvert de mosaïques vénitiennes où des motifs marins, dauphins, sirènes et vagues stylisées créent l'illusion que l'on marche sur l'eau. Les mosaïstes ont assemblé des millions de tesselles, ces petits cubes de verre colorés, un par un, suivant des cartons préparatoires dessinés par des artistes renommés, et le résultat est si réaliste qu'on a l'impression de voir les vagues bouger sous nos pieds. Les murs sont tapissés de soie brodée et de panneaux de bois laqués où des artistes ont peint des paysages imaginaires, des jardins suspendus et des palais orientaux. Certains panneaux représentent des scènes de la vie courtisane du XVIIIe siècle, des marquises en robe à panier jouant aux cartes dans des salons versaillais. D'autres montrent des paysages chinois avec des pagodes et des ponts en dos d'âne. D'autres encore des vues fantasmées de Venise avec ses gondoles glissant sur des canaux argentés. Tout est pensé pour créer une sensation d'irréalité, pour faire oublier aux joueurs que le temps existe, que l'argent a une valeur et que la mort les attend quelque part au bout de la nuit. Les horloges sont cachées, les fenêtres sont masquées par d'épais rideaux de velours pour que personne ne sache si c'est le jour ou la nuit, si 1 heure ou 10 heures se sont écoulées. L'air est parfumé en permanence par des brûleurs d'encens dissimulés dans les murs, diffusant des fragrances de jasmin, de tubéreuse et de musc qui engourdissent la hâte les sens et créent une atmosphère enivrante. Le théâtre est encore plus spectaculaire, une salle à l'italienne avec des balcons dorés à la feuille d'or véritable, des fauteuils en velours rouge sang dont les accoudoirs sont sculptés en forme de tête de lion et une scène équipée des technologies les plus modernes de l'époque. On peut y faire apparaître et disparaître des décors entiers grâce à un système de trappes et de machineries hydrauliques. On peut créer des effets de brume et de lumière qui donnent l'illusion de la magie. On y programme des opéras, des ballets, des concerts de jazz et des revues où des danseuses en plumes et paillettes font tourner les têtes des millionnaires en smoking. L'inauguration a lieu le 10 janvier 1929 et c'est un événement qui marque l'histoire de la Côte d'Azur comme un coup de tonnerre. Tout le gratin européen est présent, des princes russes en exil, qui ont fui la révolution bolchevique avec leurs derniers bijoux cousus dans la doublure de leur manteau, des aristocrates anglais au teint pâle et aux manières glaciales, des industriels allemands aux mains épaisses et aux cigares gros comme des psakues, bâtons de dynamite, des actrices hollywoodiennes, aux sourires éclatants et aux robes si moulantes qu'elles semblent avoir été peintes sur leur peau, et même des membres de la famille royale britannique qui voyagent incognito mais que tout le monde reconnaît. On boit du champagne Krug à flot, des caisses entières sont vidées en quelques heures, les bouchons sautent comme des coups de feu et le liquide doré coule dans des coupes en cristal qui se brisent par dizaines tant les serveurs sont débordés. On danse jusqu'à l'aube sur des orchestres de 50 musiciens qui jouent du jazz endiablé, des tangos langoureux, des valses viennoises, et les couples tournent sur le parquet ciré jusqu'à ce que leurs pieds saignent dans leurs chaussures vernies. On joue des fortunes sur les tables de baccarat et de roulette. Des hommes perdent en une nuit l'équivalent de plusieurs années de salaire d'un ouvrier et ils rient en signant des chèques astronomiques.
Des femmes parient leurs colliers de perles et leurs bagues en diamants, et elle les regarde disparaître dans les mains des croupiers avec un sourire énigmatique. Les journaux de l'époque parlent d'une soirée féerique, d'un rêve devenu réalité, d'un palais qui semble avoir été arraché aux dieux pour être offert aux mortels. Le Nice Matin titre en première page avec des caractères énormes. Le Figaro envoie son meilleur chroniqueur mondain qui remplit des colonnes entières de descriptions dithyrambiques. Et même les journaux anglais et américains consacrent des articles enthousiastes à cet événement qui symbolise le triomphe de l'art déco et du luxe à la française. Mais derrière cette façade de lumière et de joie, il y a déjà les premières fissures. Frank J. Gould a investi des sommes colossales dans ce projet. On parle de plusieurs millions de dollars de l'époque, une fortune qui représente aujourd'hui des centaines de millions d'euros, et il compte bien récupérer son argent rapidement. Le casino doit rapporter, il doit attirer les plus gros joueurs, il doit écraser la concurrence, et notamment le casino municipal de Nice et bien sûr le mythique casino de Monte-Carlo qui règne en maître absolu sur la Côte d'Azur depuis des décennies. Mais la concurrence est féroce et les règles du jeu sont écrites dans le sang. À cette époque, la Côte d'Azur n'est pas seulement un paradis pour touristes, c'est aussi un territoire de chasse pour les mafias, les escrocs de haut vol et les hommes de l'ombre qui contrôlent les casinos comme des seigneurs de guerre contrôlent leur... Il y a la mafia corse qui règne sur Marseille et qui étend ses tentacules jusqu'à Nice, aux Italiens qui traversent la frontière avec leurs valises pleines de billets sales. Il y a les aventuriers américains qui ont fui la prohibition et qui cherchent à blanchir leur argent dans les casinos européens. Gould le sait, mais il pense être assez puissant pour jouer dans cette cour des miracles. Il se trompe. Les premières années sont glorieuses. Le palais de la Méditerranée devient le symbole du luxe et de la décadence, un endroit où l'on vient pour oublier la crise économique qui ravage le monde après le krach de 1929. Pendant que des millions de gens perdent leur emploi et leur maison, pendant que des familles entières font la queue devant les soupes populaires, pendant que des hommes désespérés se jettent par les fenêtres des gratte-ciel de Wall Street, ici on jette des liasses de billets sur des tapis verts en riant aux éclats. Cette contradiction obscène est au cœur de l'histoire du palais. C'est un lieu qui n'existe que parce que le monde extérieur souffre, un refuge doré pour ceux qui ont réussi à échapper à la réalité. Les années 30 voient défiler dans les salons du palais toute la faune interlope de l'époque, des espions qui échangent des secrets d'État entre deux parties de poker, des trafiquants d'armes qui négocient des contrats juteux dans les fumoirs, des courtisanes de luxe qui vendent leur charme aux plus offrants, des artistes fauchés qui viennent tenter leur chance à la roulette avec leurs derniers billets froissés. Mais la Seconde Guerre mondiale arrive et tout s'effondre. Nice est occupée par les Italiens en 1940, puis par les Allemands en 1943. Le casino ferme ses portes et le bâtiment est réquisitionné par les forces d'occupation. Les salons somptueux deviennent des bureaux militaires où des officiers en uniforme gris étudient des cartes d'état-major. Les lustres en cristal sont démontés et vendus pour financer l'effort de guerre. Les œuvres d'art disparaissent dans des caisses qui partent vers l'Allemagne et qui ne reviendront jamais. Pendant 4 ans, le palais de la Méditerranée est un fantôme, une coquille vide qui attend des jours meilleurs. Les Niçois passent devant en baissant les yeux. Ils entendent parfois des cris sortir des fenêtres fermées, des bruits de bottes qui résonnent dans les couloirs vides. Et ils savent que des choses terribles se passent derrière ces murs qui ont connu tant de fêtes. Frank J. Gould meurt en 1956 sans avoir pu voir son rêve renaître complètement. Il s'éteint dans sa villa de Cannes, amer et désabusé, hanté par les fantômes de son palais ruiné. Mais c'est à ce moment précis qu'une femme entre en scène, une femme qui va transformer ce palais en son royaume personnel et qui va y régner avec une poigne de fer pendant plus de 20 ans. Son nom est Renée Leroux et elle est tout sauf une femme ordinaire. Renée est née en 1910 dans une famille bourgeoise. Son père était notaire et sa mère tenait un salon littéraire fréquenté par les intellectuels. Elle a grandi dans un environnement cultivé mais strict
où l'on valorisait l'intelligence et la réussite sociale. Elle a épousé un homme d'affaires prospère nommé Maurice Leroux, qui possédait des parts dans plusieurs entreprises niçoises, et elle a eu une fille unique, Agnès, en 1950, en qui elle place tous ses espoirs et toutes ses ambitions. Mais Renée n'est pas le genre de femme à se contenter d'un rôle de mère au foyer. Elle a une intelligence aiguisée, un sens des affaires redoutable et une volonté de puissance qui effraie même les hommes les plus endurcis. Quand l'occasion se présente de racheter le palais de la Méditerranée dans les années 50, elle n'hésite pas une seconde. Le bâtiment est alors dans un état de délabrement avancé. Les murs sont fissurés, les plafonds s'effondrent, les mosaïques sont brisées. Mais Renée voit ce que les autres ne voient pas. Elle voit le potentiel, elle voit la gloire passée qui peut être restaurée et elle voit surtout une machine à cash qui peut la rendre immensément riche et puissante. Elle investit toute sa fortune, elle emprunte auprès des banques, elle négocie avec les créanciers, elle manipule les actionnaires et elle finit par prendre le contrôle de ce monument. Elle se met au travail avec une énergie dévorante. Elle fait rénover les salons, elle réembauche le personnel, elle relance les soirées mondaines et elle transforme le casino en un aimant pour les riches du monde entier. Sous sa direction, le palais de la Méditerranée retrouve son lustre d'antan. Les tables de jeu se remplissent à nouveau, les coffres débordent de billets et Renée devient une figure incontournable de la haute société niçoise. On la voit partout, aux premières du théâtre, aux galas de charité, aux réceptions officielles, toujours impeccablement vêtue, toujours en contrôle, toujours avec ce regard d'acier qui ne laisse rien passer. Mais cette réussite a un prix. Renée est une femme dure, impitoyable même. Elle ne tolère aucune faiblesse et elle écrase quiconque se met en travers de son chemin. Elle dirige le casino comme un général dirige une armée avec discipline et autorité absolue. Les employés la craignent et ils marchent sur des œufs en sa présence. Ils savent qu'une erreur peut leur coûter leur emploi. Les actionnaires la respectent parce qu'elle fait rentrer l'argent, mais ils la détestent en secret parce qu'elle les traite comme des pions sur un échiquier. Les concurrents la haïssent et complotent dans l'ombre pour la faire tomber. Mais Renée s'en fiche. Elle a construit son empire pierre par pierre et elle est prête à tout pour le défendre. Pendant ce temps, sa fille Agnès grandit dans l'ombre de cette mère toute-puissante. Agnès est une jeune femme fragile, sensible, presque éthérée, qui semble complètement dépassée par la force de caractère de Renée. Elle a des yeux immenses et tristes, une voix douce qui se brise facilement, des mains fines qui tremblent quand elle est nerveuse. Elle n'a jamais voulu être une femme d'affaires, elle rêve d'une vie simple, d'amour et de tranquillité. Elle aime la poésie, la musique, les longues promenades au bord de la mer. Mais sa mère a d'autres plans pour elle. Renée veut qu'Agnès prenne sa succession, qu'elle devienne la nouvelle reine du palais, qu'elle perpétue la dynastie Leroux. Elle la pousse, elle la presse, elle la critique sans cesse. Rien n'est jamais assez bien. Agnès résiste comme elle peut, elle fuit dans des relations amoureuses tumultueuses, elle se réfugie dans l'alcool et les tranquillisants, elle fait des tentatives de suicide, étouffée par la famille, et puis elle rencontre un homme qui va sceller son destin de la manière la plus tragique qui soit. Cet homme s'appelle Maurice Agnelet et il est l'incarnation même du diable charmant. Avocat brillant, diplômé de la faculté de droit de Paris, séducteur professionnel au sourire carnassier, manipulateur de génie qui sait lire les faiblesses humaines comme d'autres lisent des livres ouverts, Agnelet a tout du prédateur qui sait repérer les proies vulnérables. Il est grand, élégant, il porte des costumes sur mesure et des cravates en soie. Il conduit une Jaguar décapotable. Il parle plusieurs langues et il cite Baudelaire et Nietzsche avec une aisance déconcertante. Quand il croise le chemin d'Agnès Leroux au milieu des années 70, il comprend immédiatement qu'il tient là une opportunité. Agnès n'est pas seulement une jeune femme riche, elle est l'héritière d'un empire. Elle possède des parts du palais de la Méditerranée qui valent des millions et elle est désespérément en quête d'affection. Agnelette va jouer sur ces deux tableaux avec une main diabolique. Il la séduit avec des mots murmurés alors, des promesses de bonheur éternel, des projets d'avenir radieux loin de Nice et de... Il lui fait croire qu'il l'aime vraiment,
qu'elle est la femme de sa vie, qu'il est prêt à tout abandonner pour elle. Agnès tombe dans le piège la tête la première. Elle qui n'a jamais connu l'amour véritable, elle qui a toujours été traitée comme un pion par sa mère, elle découvre enfin quelqu'un qui semble la voir, la comprendre, la désirer. Mais derrière cette romance de façade, il y a un plan beaucoup plus sombre. Agnelette travaille en réalité pour un homme nommé Jean-Dominique Frattoni, un entrepreneur véreux lié au milieu marseillais qui veut depuis des années mettre la main sur le palais de la Méditerranée. Frattoni est un personnage trouble. Il a des intérêts dans la construction, dans l'immobilier, et il est soupçonné d'avoir des liens avec le crime organisé. Il sait qu'il ne peut pas affronter Renée Leroux de front. Elle est trop puissante, trop bien protégée, trop intelligente. Alors il a trouvé une autre stratégie, passer par la fille, pour détruire la mère. Agnelette est son arme secrète, son cheval de Troie, et Agnès est la porte d'entrée. Pendant des mois, Agnelette travaille. Agnès, psychologiquement, avec une patience de chirurgien. Il lui répète que sa mère est un tyran, qu'elle l'empêche de vivre, qu'elle la manipule, qu'elle l'utilise, qu'elle doit se libérer et prendre le contrôle de sa propre vie. Et pour cela, il n'y a qu'une solution, vendre ses parts du casino à Frattoni et utiliser l'argent pour partir loin, très loin, peut-être en Amérique du Sud, peut-être en Asie, et recommencer à zéro. Agnès hésite longtemps. Elle sait que cette décision va briser le cœur de sa mère, qu'elle va trahir tout ce que René a construit, mais Agnelet est persuasif. Il sait exactement quel bouton appuyer, quelle blessure rouvrir. Et puis il y a l'argent, des millions de francs qui pourraient lui offrir une liberté qu'elle n'a jamais connue. Finalement, Agnès cède. Le jour fatidique arrive, c'est la Toussaint 1970, le 1er novembre, une date qui restera gravée dans l'histoire du palais comme le jour où tout a basculé. Un conseil d'administration extraordinaire est convoqué pour voter sur une proposition de rachat des parts d'Agnès par le groupe Frattoni. Renée Leroux est présente, elle sait ce qui se prépare et elle est venue. Elle a passé la nuit blanche à préparer ses arguments, à rassembler ses alliés, à anticiper les coups. La salle de réunion est tendue, l'air est électrique, on pourrait couper l'atmosphère au couteau. Les actionnaires sont assis autour d'une grande table en acajou. Certains évitent le regard de Renée, d'autres la fixent avec une hostilité à peine dissimulée. Renée regarde sa fille droit dans les yeux. Elle la supplie silencieusement de ne pas faire cette folie, de ne pas vendre son âme à ses vautours. Mais Agnès baisse les yeux, elle ne peut pas soutenir le regard de sa mère. Elle a déjà pris sa décision. Quand vient le moment du vote, Agnès lève la main pour approuver la vente. Le silence qui suit est assourdissant. Renée reste figée, pétrifiée, comme si on venait de lui planter un poignard dans le dos. Elle ne dit rien, elle se lève lentement, elle jette un dernier regard à sa fille, un regard où se mêlent la douleur, la colère, le dégoût et une tristesse infinie, et elle sort de la salle sans un mot. Ce jour-là, quelque chose meurt en Renée Leroux, quelque chose qui ne reviendra jamais. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, au contraire, elle plonge dans des abîmes encore plus sombres. Quelques jours après ce vote, le 28 octobre 1967 exactement, Agnès Leroux disparaît. Elle quitte son appartement de Nice un matin sans prévenir personne, sans prendre de bagages, sans laisser de message. Elle monte dans une voiture et elle s'évapore dans la nature. Au début, on pense qu'elle est partie avec Agnelette, qu'elle a fui pour commencer sa nouvelle vie. Mais les jours passent et personne n'a de nouvelles. Renée commence à paniquer, elle contacte la police, elle engage des détectives privés, elle remue ciel et terre pour retrouver sa fille. Mais Agnès reste introuvable. Les semaines deviennent des mois, les mois deviennent des années, et le corps d'Agnès Leroux ne sera jamais retrouvé. Jamais. C'est comme si elle avait été avalée par la terre, comme si elle n'avait jamais existé. Mais tout le monde sait ce qui s'est passé. Agnès en savait trop. Elle était devenue un témoin gênant, une pièce à conviction vivante dans une affaire de corruption et de manipulation qui impliquait des gens très dangereux. Frattoni et ses associés ne pouvaient pas se permettre de la laisser parler, de la laisser changer d'avis ou de témoigner contre eux. Alors, ils l'ont fait disparaître. Maurice Agnelet est immédiatement soupçonné. Il est interrogé, relâché, réinterrogé pendant des décennies. Il nie tout.
Il joue les innocents. Il prétend qu'Agnès est partie de son plein gré et qu'il ne sait pas où elle est. Mais personne ne le croit. Les preuves s'accumulent, les témoignages se recoupent, les incohérences dans ses déclarations deviennent flagrantes. Pourtant, il faudra attendre 2006, presque 30 ans après la disparition, pour qu'Agnelette soit enfin condamnée à 20 ans de prison pour complicité d'assassinat. Mais même cette condamnation ne ramènera pas Agnès. Elle ne comblera pas le vide abyssal qu'elle a laissé derrière elle. Pendant ce temps, le palais de la Méditerranée agonise. Frattoni et ses associés prennent le contrôle du casino, mais ils n'ont ni la compétence ni la vision de René. Ils pillent les caisses, ils licencient le personnel, ils laissent le bâtiment se dégrader. Les clients désertent, les créanciers frappent à la porte, les scandales éclaboussent la réputation du lieu. En 1978, le casino ferme définitivement ses portes. Le palais devient une coquille vide, un monument abandonné qui se dresse sur la promenade des Anglais comme un reproche silencieux. Les années 80 sont une période de lente agonie. Le bâtiment est squatté, vandalisé, dépouillé de tout ce qui a de la valeur. Les lustres en cristal sont arrachés et vendus à la casse, les mosaïques le sont brisées à coups de marteau, les boiseries que sont démontées planche par planche. Les œuvres d'art disparaissent une à une dans des camionnettes qui partent en pleine nuit. C'est un pillage méthodique, une destruction organisée qui vise à effacer toute trace de la gloire passée. En 1990, les nouveaux propriétaires décident de raser l'intérieur du bâtiment pour le transformer en immeuble de bureaux. C'est un massacre architectural, une profanation culturelle qui soulève l'indignation des Niçois et des défenseurs du patrimoine. Mais il est trop tard. Les bulldozers entrent dans le palais et ils détruisent tout. Les salons, le théâtre, les salles de jeu, les restaurants, tout est réduit en poussière. Seule la façade est préservée, classée monument historique. Mais ce n'est plus qu'un masque vide, une peau sans corps, un mensonge architectural qui cache le néant. Pendant des années, le palais de la Méditerranée reste ainsi, une ruine habitée par des fantômes, un symbole de la déchéance et de l'oubli. Les touristes passent devant sans savoir. Ils admirent la belle façade art déco, sans imaginer les drames qui se sont joués derrière ces murs, les vies brisées, les fortunes englouties, les secrets ensevelis. René Leroux survit à sa fille, mais elle ne s'en remet jamais. Elle passe le reste de sa vie à chercher la vérité, à réclamer justice, à hanter les tribunaux et les commissariats. Elle devient une figure tragique, une mère dévastée par la perte et la trahison, une reine déchue qui erre dans les décombres de son royaume. Elle meurt en 2006, quelques mois après la condamnation d'Agnelette, sans avoir jamais pu enterrer sa fille, sans avoir jamais pu faire. Sa mort passe presque inaperçue. Quelques lignes dans les journaux locaux, une brève mention dans les faits divers. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire du palais de la Méditerranée, c'est la fin d'une époque, la fermeture définitive d'un chapitre sanglant de l'histoire de Nice. En 2004, le palais est racheté par un groupe hôtelier qui décide de lui redonner vie. Ils reconstruisent l'intérieur, ils créent un hôtel de luxe 5 étoiles, ils rouvrent un casino moderne et aseptisé. L'inauguration est présentée comme une renaissance, un retour à la gloire, mais c'est un mensonge. Le nouveau palais de la Méditerranée n'a rien à voir avec l'original. C'est une copie sans âme, un pastiche commercial qui a perdu toute la magie et toute la noirceur de l'ancien lieu. Les touristes viennent, ils prennent des photos, ils jouent les quelques euros à la roulette et ils repartent sans savoir qu'ils marchent sur un cimetière. Car le palais de la Méditerranée est avant tout cela, un cimetière. Un cimetière où reposent les rêves fous de Frank J. Gould, l'ambition dévorante de René Leroux, l'innocence brisée d'Agnès et les mensonges de Maurice Agnelet. C'est un lieu hanté par les fantômes du passé, par les échos des rires et des cris, par le cliquetis des jetons et le silence des disparitions. Si vous vous promenez sur la promenade des Anglais un soir de Toussaint, quand le vent souffle de la mer et que les lumières de la ville vacillent, vous pourrez peut-être sentir leur présence. Vous pourrez peut-être entendre le murmure d'une femme qui appelle sa fille dans le vide, le rire cynique d'un avocat qui a échappé trop longtemps à la justice, le soupir d'un milliardaire qui a vu son rêve se transformer en cauchemar.
Cette histoire nous enseigne une leçon terrible, que la beauté et le luxe ne sont souvent que des façades qui cachent la violence et la corruption, que les palais les plus somptueux peuvent devenir des prisons, et que l'argent, aussi abondant soit-il, ne protège jamais de la tragédie. Le palais de la Méditerranée est le symbole parfait de cette vérité, un monument qui a été construit sur des rêves de grandeur et qui s'est effondré dans le sang et les larmes. Aujourd'hui, quand vous regardez cette façade blanche qui brille sous le soleil de Nice, souvenez-vous qu'elle cache une histoire que personne ne veut raconter, une histoire de trahison, de disparition et de mort. Souvenez-vous de René Leroux qui a tout perdu, sa fille Agnès qui nage, de Maurice Agnolet qui a emporté ses secrets dans sa cellule. Et souvenez-vous que derrière chaque façade magnifique, derrière chaque palais étincelant, il y a toujours des ombres qui attendent leur heure. Si cette plongée dans les abîmes de l'histoire vous a fasciné, laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette affaire. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour que l'algorithme permette à d'autres de découvrir ces récits oubliés. Car c'est en exhumant les secrets du passé que nous comprenons mieux les mensonges du présent. Le palais de la Méditerranée restera à jamais un mystère sanglant, un temple art déco érigé à la gloire de la décadence humaine, et son histoire continuera de hanter la Côte d'Azur, tant que les vagues viendront mourir sur les galets de Nice.